Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes un fin connaisseur de la guerre d'Algérie. On vous lit notamment dans les pages du Figaro Histoire. Vous publiez Les habits neufs du terrorisme intellectuel aux éditions Perrin, un livre dans lequel d'ailleurs il est question de l'Algérie, de la repentance mémorielle, et on va en parler. Je mentionne également votre précédent ouvrage qui date de 2018, Vérité cachée de la guerre d'Algérie. Voilà le livre dans lequel vous revenez évidemment sur ce qui s'est passé et puis sur les derniers développements. D'abord, quelques questions d'actualité. Nous venons d'entendre le Premier ministre François Bayrou. Est-ce qu'il a raison, selon vous, de demander le réexamen de la totalité des accords entre la France et l'Algérie ? Je dirais enfin le gouvernement français parle fort. Voilà, encore faudrait-il que ce soit suffi d'actes. Il y a une forme de chantage de l'Algérie qui parle de politique de la canonnière. Enfin, c'est la presse algérienne, etc. Voilà, tout ça, c'est du discours. Voilà. C'est évident que toute la question des OQTF, etc. Enfin, il y a tout un multiple contentieux entre la France et l'Algérie. L'Algérie fait preuve de mauvaise volonté, évidemment. Le gouvernement français parle fort. Ira-t-il jusqu'au bout de ses intentions? C'est ce que je ne sais pas. L'avenir le dira. En tout cas, François Bayrou, il a tout de suite précisé ne pas vouloir entrer dans l'escalade, ne pas vouloir entrer dans la surenchère avec l'Algérie. C'est vrai que sur ce sujet, et c'est intéressant d'avoir votre regard d'historien, mais on a le sentiment que l'on marche toujours sur des œufs et que quelque part, on souffle toujours un petit peu sur des braises. Pourquoi est-ce si sensible et si délicat ? Parce que la surenchère mémorielle, elle vient de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le pouvoir du FLN, enfin le pouvoir algérien, qui depuis 1962 est un pouvoir politico-militaire et économique, détenu donc par le parti FLN, qui est en quelque quasi-parti unique, a une rente mémorielle. C'est Emmanuel Macron qui a un jour employé cette expression sur son passé. C'est une façon d'instrumentaliser le passé pour légitimer son pouvoir. Voilà. À son pouvoir au niveau intérieur, mais également des revendications vis-à-vis de la France. Oui, c'est d'une façon, en gros, le FLN voudrait instiller l'idée qui malheureusement pénètre une partie de la population, y compris la population française et beaucoup la population algérienne, comme quoi il y a une sorte la France aurait une dette morale inextinguible à l'égard de l'Algérie parce qu'elle l'aurait colonisée, parce qu'elle aurait commis des crimes, etc. Ce qui est une vision faussée, unilatérale, américaine de l'histoire et qui fait partie d'une stratégie consciente du pouvoir algérien. Et on va en parler parce que c'est le sujet notamment de vos publications. Est-ce qu'une brouille comme cela, un tel seuil de tension entre nos deux pays, c'était déjà arrivé depuis l'indépendance ? Il y a eu des moments de tension, mais là, non pas à ce stade. Mais enfin, je veux dire, on n'avait pas de problème de terroristes individuels se promenant en France et commettant des crimes. On en a quasiment toutes les semaines. On n'avait pas connu cela non plus. Donc là, on a un moment de tension inédit. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse du gouvernement français, et en tout cas les derniers développements avec ce que dit François Bayrou, est-ce qu'il est suffisamment ferme lorsqu'il dit donc vouloir demander au gouvernement algérien que soit réexaminé la totalité des accords? Certains disent on n'a rien à demander à l'Algérie, il faudrait le faire tout de suite. En réalité, c'est plus complexe que ça. En droit, il faut discuter. On ne peut pas rompre un accord de manière unilatérale. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la rhétorique est suffisamment ferme du côté français ? Ma seule crainte, c'est que cette rhétorique ne soit seulement une rhétorique, si vous voulez, parce qu'il y a en effet, il y a un certain nombre de mesures. L'ambassadeur Xavier Driancourt, qui est ancien ambassadeur de France à Alger, détaille depuis des mois et des mois dans la presse, dans différents, y compris au Figaro, les mesures que pourrait prendre la France, y compris des mesures unilatérales, sans violer le droit international, qui seront des mesures de fermeté à l'égard de l'Algérie. Donc voilà, y aurait-il cette volonté du gouvernement français d'aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même la victoire peut-être du camp Retailleau, le camp du rapport de force qui est en train petit à petit de s'installer. Écoutez, il est aussi installé dans l'opinion. Enfin, l'opinion se rend bien compte qu'un attentat par mois exécuté par un Algérien qui est sous OQTF, il y a quelque chose qui était déséquilibré. C'est l'évidence. Dans votre dernier livre, donc Les habits neufs du terrorisme intellectuel, en écho au livre que vous aviez publié en 2000, qui avait rencontré d'ailleurs un fort succès en librairie, vous revenez sur ces atteintes à la liberté de penser, les atteintes à la liberté de s'exprimer. Est-ce que l'on n'observe pas justement, au contraire, dans les mots de François Bayrou, qui remet publiquement, ouvertement en cause les accords diplomatiques qui autrefois étaient intouchables avec l'Algérie? Est-ce que justement il n'y a pas une sorte de libération de la parole?
Oui, il y a une forme de... Je pense que l'exaspération finit par pointer, et chez un homme comme François Bayrou, qui est de tradition centriste très modérée, il y a un moment où la cocotte minute bout. Voilà. Donc il y a un moment où François Bayrou parle comme Bruno Retailleau. Voilà, ça peut surprendre, mais je pense que c'est naturel. C'est lié à un moment où il y a un moment où on ne peut plus. Il y a quelque chose qui devient ne peut plus être contenu. Vous avez un peu abordé tout à l'heure la question de l'immigration, qui n'était pas la même lorsque notamment le fameux accord de 1968 a été conclu, n'était pas la même à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ces accords sont dans le viseur aujourd'hui du gouvernement français. Pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point controversés, et pourquoi ce qui était acceptable hier ne devrait plus l'être aujourd'hui, selon vous ? D'abord parce que il y a une question numérique qui a changé, si vous voulez. Enfin, alors, évidemment, l'immigration, c'est pas simplement le Maghreb, et c'est pas simplement l'Algérie, évidemment. Enfin, on est à 500 000 migrants qui entrent. Alors, tous ne restent pas sur le territoire français, mais ils entrent par en France. C'est l'équivalent de l'agglomération de Strasbourg. C'est un chiffre démesuré, si vous voulez. Dans les années 80, on était à 80 000 personnes qui entraient par an en France. C'était déjà un nombre important. Mais tout ça a été multiplié, si vous voulez. Donc, il y a un moment où, si la question n'est pas régulé, on est dans un système totalement immaîtrisé et qui produit avec un certain nombre d'individus, les mineurs non accompagnés, etc. Enfin, je veux dire, des gens qui sont des malades psychiatriques qu'il faudrait soigner, enfin, qui sont dans la nature, et d'où c'est des désordres constants qui sont une menace quotidienne pour les Français. Mais sur cet accord de 68, est-ce que vous diriez qu'il était mal ficelé dès le départ ? Non, il se concevait dans le contexte de l'époque. C'est difficile d'entrer dans les détails. C'est parce que les accords de Vienne en 62 est posé le principe de la libre circulation des Français et des Algériens mutuellement. Seulement, comme les Français ils sont partis d'Algérie, voilà. Donc après, il a fallu inventer une autre façon de réguler l'entrée des Algériens vers la France, mais en leur faisant des règles un petit peu plus contraignantes, qui restaient des règles extrêmement privilégié à l'égard par rapport aux autres nationalités. Alors, le ministère des Affaires étrangères algérien a réagi à ces dernières annonces. Dans un communiqué, affirme que les restrictions d'accès à la France pour un certain nombre de dignitaires s'inscrivaient, je cite, dans la longue liste des provocations, des intimidations, des menaces dirigées contre l'Algérie. Que vous inspire cette réplique, qui est une réplique assez forte? Ce sont clairement les rancœurs de l'histoire qui s'expriment. Oui, mais les rancœurs de l'histoire, encore une fois, c'est le pouvoir algérien il y a une part de théâtre. Hein. Je ne sais pas où on va aller, jusqu'à quel point, mais de toute façon, il y a un moment donné où, de toute façon, l'Algérie a besoin de la France et la France a besoin de l'Algérie. Donc, de toute façon, cette espèce de discours maximaliste de la part du pouvoir algérien est un discours d'intimidation, mais qui, à mon sens, d'une certaine manière, tourne dans le vide. Encore faut-il qu'il y ait un vrai répondant du côté français. Pourquoi dites-vous que la France a besoin de l'Algérie? Sur quel plan? Écoutez, parce que d'abord on achète du pétrole ou du gaz à l'Algérie, parce que, et puis de toute façon il y a un enjeu, avons-nous besoin de l'Algérie, mais il y a un enjeu de politique intérieure évidemment considérable, nous avons, le chiffre n'est indéfinissable et pas précis, mais nous avons entre 5 ou 6 millions d'Algériens en France ou de Franco-Algériens en France. C'est aussi un enjeu de politique intérieure. Donc là, il y a une articulation qui est problématique. Au fond, ce qu'on observe ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que quelque part, il y a des comptes qui n'ont jamais été réglés entre nos deux pays. Oui, mais si, d'une certaine manière, les comptes ont été réglés, mais ils n'ont pas réglé. Oui, enfin, je veux dire, la France pourrait, si elle le voulait, pourrait dresser un certain nombre de comptes qui ne sont pas demandés à l'Algérie. On n'a pas demandé à l'Algérie de se repentir des pratiques terroristes qui ont été menées par le FLN pendant la guerre d'indépendance. On n'a pas demandé à l'Algérie de se repentir du massacre d'Arki. On n'a pas demandé à l'Algérie de se repentir d'avoir chassé les Français selon une politique voulue, enlèvement de Français, etc. 1700 personnes disparues dans les derniers mois de la souveraineté française sur l'Algérie en 1962, de tout cela, les reproches sont toujours à sens unique, c'est toujours la France qui devrait s'excuser d'eux, et on ne demande jamais à l'Algérie de s'excuser, elle. Mais vous dites dans votre livre, le dernier livre sur le terrorisme intellectuel, l'indépendance de l'Algérie était-elle inéluctable? À l'évidence, oui, mais elle aurait dû s'effectuer autrement. Oui, alors c'est difficile en une minute de déplier ça, mais je pense que l'indépendance, de toute façon, je la crois inéluctable sur la durée. Maintenant, il aurait fallu avoir une autre politique dès les années 1930, dès les années 1950, voilà. Et si on avait pu donner l'indépendance d'Algérie à une classe politique raisonnée, en amitié avec la France, l'Algérie aurait pu accéder à l'indépendance sur un processus de 10, 15 ou 20 ans ou 30 ans, et les deux pays seraient restés liés, parce qu'ils le sont de toute façon par l'histoire et
la géographie. Maintenant, on a une situation conflictuelle qui date de l'origine. Oui. Alors à l'heure où les tensions entre nos deux pays sont plus que jamais exacerbées, cela relance aussi un certain nombre de débats, des débats vifs sur la colonisation. En témoigne une polémique cette semaine, polémique suscitée par l'éditorialiste de RTL Jean-Michel Apathy, qui déclare mardi matin, je le cite, que les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie, et il ajoute, toujours en citant la France, que donc la France a fait, je le cite, des centaines d'ouradours sur glane en Algérie pendant la colonisation. Est-ce que ces propos vous ont choqué ? C'est une affirmation obscène. Obscène. Je ne m'étonne pas du personnage. Non, la France n'a pas commis des amateurs. La guerre de conquête a été dure. Apathy n'invente rien, on le sait. C'était une guerre de conquête difficile qui était dans l'esprit du 19e siècle. On n'avait pas d'état d'âme. Les pays occidentaux ont colonisé l'Afrique. Voilà. Donc la guerre de conquête a été dure. Ensuite, il y a eu un temps long qui a été la guerre de l'entre-deux-deux, de 1850 très schématiquement à 1950, c'était l'Algérie coloniale, et puis la guerre d'indépendance. On ne peut pas réduire la relation franco-algérienne aux duretés de la guerre de conquête des années 1840. C'est un détournement de l'histoire que fait Jean-Michel Apathy ? Oui, parce qu'il prend un morceau de l'histoire et vu seulement sous un seul angle pour en faire une loi générale. Il prend un fait particulier pour en faire une loi générale. C'est pas possible. Et c'est pas un raisonnement d'historien. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est pas un raisonnement d'historien, c'est de la provocation qu'il fait ? Je ne connais pas personnellement Jean-Michel Apathy, donc il faudrait l'interroger lui. Mais je pense qu'il est dans une logique idéologique, politique, et puis voilà, ça fait du buzz. Est-ce que c'est pas cette déclaration, il y en a d'autres, la suite logique finalement d'un certain nombre d'autres déclarations de responsables politiques, quand par exemple Emmanuel Macron évoque le crime contre l'humanité lors de la campagne présidentielle 2017 ? En fait, il ouvre la voie à ce type de propos. Il a ouvert la voie à ce type de propos et il n'est jamais revenu, Emmanuel Macron, sur ce propos. Et on lit son entourage, dit que philosophiquement, c'est une position qu'il continue d'assumer. Donc voilà, l'exemple vient de haut. Voilà. Donc à partir du moment où on est dans cette idée-là, à partir du moment où on refuse d'avoir un regard objectif sur l'histoire coloniale de la France, la colonisation, c'est une rencontre de deux mondes. Cette rencontre a eu des versions positives et elle a eu des versions négatives. Je ne nie absolument pas la version négative. Mais quand on fait de l'histoire, on met tout sur la table. Si on a un regard unilatéral, uniphlégique, si on ne fait plus de l'histoire, on fait de l'idéologie. La repentance n'a aucun effet politique, diplomatique, qui soit positif pour la France ? La preuve que non. Ça fait 40 ans, 50 ans que les autorités françaises s'excusent d'eux, etc., etc. Et je veux dire, on n'a pas les mêmes excuses du côté algérien, et ça n'a rien changé, la preuve. L'enjeu, c'est de dépassionner les débats. Comment faire ? Pourquoi il le faudrait, oui, malheureusement, c'est compliqué, parce que d'abord, les Algériens et les jeunes Algériens sont élevés dans cette idée que la France a commis des crimes à l'égard de leurs parents, grands-parents, donc ça nourrit évidemment un ressentiment, y compris pour les Franco-Algériens, qui est très dangereux pour la cohésion sociale de notre pays. Et puis parce que il faudrait accepter, il existe des chercheurs algériens qui ont un regard objectif. Maintenant, ils n'ont pas la voix officielle. Le problème, c'est que l'Algérie est un pays cadenassé par un parti qui est le parti du FLN. Est-ce que vous croyez encore à un avenir dans lequel les relations entre la France et l'Algérie seraient réellement, véritablement pacifiées ? Il faudra qu'on y arrive. Nous sommes des pays voisins, je veux dire, donc forcément, on ne va pas faire la guerre d'Algérie toute notre vie. Vous y croyez ? Vous croyez que c'est possible quand on voit l'état de nos relations ? Il faudra y arriver un jour. Sinon, il n'y a pas de solution. Donc, c'est pas impossible. Encore faudrait-il avoir un regard objectif sur historique. Merci beaucoup, Jean Sévillia. Regard historique à retrouver dans votre livre, justement, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par Mathieu Bock-Côté. C'est aux éditions Perrin. C'est donc une version augmentée, actualisée du précédent livre que vous aviez publié sur le sujet en 2000. Je précise qu'on vous retrouve régulièrement dans les pages du Figaro, bien sûr. Merci beaucoup, Jean Sévillia.